Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Fusion dans la presse quotidienne, licenciements en masse dans les rédactions, attaques politiques contre des journalistes ou des médias, voire tentatives d'ingérence, réforme des médias de proximité, procès Bayon, voici autant d'exemples de la fragilisation du secteur médiatique en Belgique. L'AJP, l'Association des journalistes professionnels et la Ligue des droits humains vont même un cran plus loin en utilisant le terme de brutalisation de l'espace médiatique ou de brutalité envers l'info en 2025. Et ça, elles en parlent dans le rapport 2025 sur l'état des droits humains en Belgique. On va donner des exemples de cette brutalisation dans notre émission ce soir et voir quel impact ça a sur la liberté de la presse et sur le droit du citoyen à être informé. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Gilles Tunissen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste à l'AJP, donc l'Association des journalistes professionnels. Et à vos côtés, Jim Moscovitch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous faites partie des 8 personnes licenciées en décembre dernier de BX1, donc BX1, le média régional bruxellois, qui donc s'est séparé d'un quart de sa rédaction. Et c'est pas anodin, on va en parler. On aura aussi l'occasion dans cette émission d'entendre le témoignage de Thomas Olotte, journaliste indépendant qui a été arrêté il y a quelques mois alors qu'il couvrait une action de désobéissance civile. Alors, Gilles Tunissen, je le disais, vous avez utilisé quand même un terme fort dans ce rapport sur l'état des droits humains en Belgique. Vous parlez de brutalité envers l'info, de brutalisation de l'espace médiatique, de brutalité. Pourquoi ce terme et en quoi on assiste aujourd'hui vraiment à une brutalité ? Mais on a plein d'éléments qui se sont passés ces derniers mois. Effectivement, le rapport de la Ligue, il se base sur 2025, mais on voit qu'il y a certains éléments qui ont continué ici début 2026. Et on a vraiment une concentration, un faisceau d'éléments qui participent tous à une dynamique très très brutale, très très agressive envers, en effet, l'information, envers les journalistes et envers les médias. Envers les médias, on est déjà, on le sait, dans une crise du secteur médiatique absolument énorme, principalement de la presse écrite, mais pas que. En raison notamment de l'arrêt du soutien fédéral, ou en tout cas de la diminution, voire bientôt de l'arrêt du soutien à la distribution des journaux papier, qui a un impact énorme sur la presse écrite, sur l'arrivée des acteurs, en tout cas la présence des acteurs numériques, qui siphonnent toute une partie des revenus publicitaires, sur la désinformation, l'intelligence artificielle. Bref, les médias pour l'instant sont très 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 fragilisés. Et à ça, on ajoute énormément d'autres éléments qui sont venus s'ajouter. Il y a des réformes au niveau politique, on parle évidemment de la baisse des médias de proximité. Il y a une réforme en cours pour enlever un tiers du nombre des médias de proximité en Belgique, une réduction des financements des médias de proximité. Il y a une réduction des financements de la RTBF qui est intervenue en 2025, un recentrage sur certaines de ses missions. Il y a ce rapprochement et cette fusion annoncée entre IPM et Recel qui pose énormément de questions en termes de pluralisme, mais en termes surtout du maintien des équipes aussi. On a énormément, vous l'avez dit, de licenciements et de ruptures de collaboration, parce qu'on parle de licenciements, c'est des salariés, mais on a aussi énormément de freelances qui ont été remerciés, de pigistes de, en fait, toutes les rédactions quasiment en Belgique francophone. On a des violences policières qui ont été en augmentation, qu'on a observées principalement dans des manifestations, ou vous en parliez avec Thomas Olotte, dans des actions de désobéissance civile, où en fait on voit que les autorités viennent à confondre les personnes qui participent à une action, alors que parfois c'est tout à fait aussi autorisé de participer, on pense à une manifestation par exemple, mais ils confondent ces personnes avec les personnes qui documentent ces actions, qui sont pourtant des actions qui relèvent de l'intérêt général, et le public a le droit, voire un droit d'être informé tout à sur ce fait qui se passe, démocratique, d'être informé de ce qui se passe. Et alors on a, vous en avez parlé aussi, eu énormément de pression, d'attaques, de décrédibilisation des journalistes et des médias, principalement de services publics, mais pas que, de la part de certains représentants politiques, avec aussi récemment des déclarations de la part de la ministre des Médias qui pose énormément de questions, principalement dans un contexte ici de nomination du nouvel administrateur général et du nouveau directeur de l'information. Et tout ça participe vraiment à une fragilisation énorme d'une profession, d'un secteur qui est déjà fragilisé de toutes parts et qui a un impact énorme sur finalement le public et sur l'information que reçoit le public à un moment où il est essentiel
d'avoir justement des informations de qualité, vérifiées, de qualité, obtenues en allant sur le terrain, en respectant une déontologie, en interrogeant les gens, en recoupant les sources, ce qui est vraiment le propre de la mission journalistique. Alors, vous parlez, on va revenir sur plusieurs points, mais vous parlez par exemple des attaques politiques contre les médias de service public, on va dire que c'est celles qui ont été les plus importantes et les plus récentes. Jean-Paul Martos, qu'on avait interviewé il y a quelques mois sur cette antenne, dans cette émission, et qui est coordinateur du rapport sur la liberté de la presse en Europe, nous disait que c'est vraiment ce qui l'inquiétait le plus aujourd'hui en Europe et en Belgique aussi, c'était ce média bashing, cette absence de gêne aussi que beaucoup de personnalités politiques notamment ont, plus aucune gêne à critiquer les médias. Ça, c'est quelque chose qu'on constate. Ah oui, énormément. Et là, je pense qu'on peut parler, on parlait de brutalisation plus tôt, on a une agressivité qui s'installe, à laquelle les gens deviennent presque habitués, où on ne va plus être dans le débat, on va être dans l'attaque. Et donc, on ne va plus permettre à un débat d'advenir, on ne va plus permettre à une conversation, à des arguments d'être échangés, on va être dans l'attaque. Et on observe aussi que c'est une attaque sur base d'opinion, très souvent, et pas de faits vérifiés, d'études, voilà, on est sur du ressenti, et c'est d'autant plus problématique quand ça vient de représentants politiques, encore plus évidemment quand ça vient de la part d'une ministre qui est quand même censée incarner plus que tous les autres l'indépendance de la presse, ou en tout cas la protection de l'indépendance de la presse. Et tout ça a des effets, notamment sur les journalistes eux-mêmes. C'est jamais agréable de se faire attaquer de toutes parts, et ça a un impact certain sur la vie privée, mais aussi sur la vie professionnelle, sur les articles, sur les contenus qu'on diffuse. Mais ça a un impact aussi sur le public, et ça participe à une sorte de méfiance, voire de défiance envers les journalistes, envers les médias, alors que justement, ce qu'on disait, on en a absolument besoin pour l'instant. Et nous, ce qui nous étonne, enfin ce qui nous inquiète, c'est que tout ça est vraiment basé parfois sur rien, quoi, sur des ressentis et des opinions qui sont présentés comme des faits. Et on a des attaques envers les journalistes, envers les médias, on l'a dit, principalement de service public, mais aussi envers la déontologie, envers certains mécanismes déontologiques et envers les structures qui sont garantes du respect de cette déontologie. Donc c'est vraiment des attaques globales qui viennent vraiment fragiliser l'information. Alors, Jim Moscovitch, donc vous étiez journaliste donc à BX1 depuis 7 ans. Et en décembre dernier, vous avez été licencié avec 4 autres de vos collègues de la rédaction de BX1. En quoi, pour vous, ce licenciement est assez illustratif de cette brutalité envers les journalistes, envers l'info dont on vient de parler? Je pense qu'on a tous et toutes conscience que le secteur va mal et vit mal, et des difficultés économiques pour n'importe quelle entreprise. Et chez nous, ce qui a été assez symptomatique, ça a été le choix de qui on licencie. Parce qu'il y a eu 8 personnes licenciées. Sur les 8, il y a eu 5 journalistes. Alors, il y a différents services et d'autres corps de métier. Et ça aurait été tout aussi douloureux de voir partir d'autres personnes, d'autres services. Mais le fait qu'il y ait 5 journalistes sur 8 licenciés, ça dit quelque chose de la volonté de nuire, voire de détruire une partie d'une âme d'une rédaction qui existe depuis de nombreuses années et qui avait énormément d'expérience, parce que vous avez rappelé que j'avais presque 7 ans d'expérience à BX1 sous contrat. Il faut savoir que je suis le moins expérimenté des journalistes qui étaient licenciés. Ouais, il y en a qui étaient là depuis près de 30 ans, voire plus de 30 ans. Oui, je pense que mis bout à bout, sur les 5, on arrive à plus d'un siècle d'ancienneté. Oui, donc il y a aussi une expertise qui s'en va, parce qu'effectivement, quand on a un bon quart de la rédaction qui s'en va comme ça, on a une expertise qui s'en va avec. Oui, c'est des contacts, c'est une expérience, c'est un encadrement des derniers arrivés, des pigistes au quotidien. Et voilà, des contacts dans tout le tissu social et associatif bruxellois, parce que l'information bruxelloise, elle n'est pas couverte que par BX1, parce que c'est Bruxelles, c'est la capitale. Mais nous, on allait dans du local et on donnait la parole à des gens qui ne l'ont pas ailleurs. Et ça, avec cette expertise et ces contacts, ça risque aussi de disparaître avec le temps. Et on parlait de brutalité. C'est vrai que vous me disiez, en préparant l'émission, que vous étiez avant ça peut-être dans une forme de naïveté collective. Vous attendiez pas en fait à ce qui est
à ce point une attaque justement vers la rédaction? On ne s'attendait pas déjà, on pensait même plus au licenciement. Je ne sais pas comment expliquer cette espèce de névrose collective et de naïveté. On en parlait très peu, on n'y pensait pas, alors que les médias de proximité étaient vraiment ciblés par la réforme de la ministre. Moi, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde licencié, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de journalistes licenciés, et on ne s'attendait pas à cette temporalité. C'est-à-dire que nous, on a appris un mardi qu'il y aurait 8 licenciements, et on a réussi à reporter l'échéance, mais à la base, on devait être licencié le vendredi, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en 3 jours, on apprend qu'on perd un emploi que certains ont depuis une trentaine d'années. Oui, donc une forme de violence, on en parlait. Alors, je peut-être juste vous faire réagir là-dessus, Gilles Tunissen, c'est qu'effectivement, il y a toute la violence des emplois licenciés, mais c'est vrai que, vous le disiez, le statut de pigiste, les pigistes aussi ont été dans beaucoup de rédactions licenciées, avec cette difficulté aussi qu'ont les pigistes de peut-être... avoir plus de difficultés à réagir aux pressions politiques éventuelles, à donner, à suivre une certaine forme de ligne éditoriale, parce qu'évidemment, c'est plus au péril de leur travail. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on oublie parfois de mentionner les pigistes, les freelances. Et c'est une réalité vraiment à quasiment toutes les rédactions. Il y a certaines rédactions, certains groupes qui en emploient plus que d'autres, qui travaillent avec eux plus que d'autres, mais c'est généralisé. Il y a énormément d'indépendants, de journalistes indépendants. Et comme vous le dites, oui, qui sont dans des situations très souvent très précaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, souvent pas de possibilité vraiment de négocier des tarifs. Ils sont employés d'ailleurs. On travaille avec eux parfois à l'équivalent d'un temps plein. Donc ils ont très souvent des fonctions tout à fait équivalentes à celles de salariés, sauf que ils ont des tarifs bien plus bas. Ils n'ont pas droit au chômage s'ils arrêtent. Les congés ne sont pas pris en charge et toutes sortes. Toutes ces caractéristiques-là. Et quand on se sépare d'eux, très souvent, on ne respecte aucun préavis, voire parfois 1 mois ou quelque chose comme ça, alors qu'on a des gens, comme Jim disait, qui travaillent là depuis 30 ans, l'équivalent d'un temps plein, et qui, du jour au lendemain, se voient privés de leur travail avec 1 mois ou 2 mois d'indemnité, ce qui est tout à fait inacceptable. Et comme vous le dites, ils sont aussi plus fragilisés dans leur travail au sein des rédactions, parce que souvent, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent ces gens sont beaucoup plus isolés, travaillent de chez eux, donc n'ont pas le soutien ou l'aspect collectif d'une rédaction pour les soutenir. Et effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de résister à des pressions quand on est déjà dans une situation de grande précarité. Mais ça, pour moi, ça se généralise maintenant aux salariés aussi, voire aux médias eux-mêmes, parce qu'il y a une telle fragilité, une fragilisation, qu'en fait, résister aux pressions, alors ils le font, ils arrivent encore à le faire, mais c'est de plus en plus compliqué. Et je voulais juste rebondir sur ce que Jim disait par rapport à la brutalité, à la violence de ces licenciements et de ces départs. Déjà, il faut rappeler qu'il y a une quinzaine de pigistes chez BX1 aussi qui ont été remerciés fin 2024, tout début 2025, principalement sur des émissions culturelles. Mais aussi que déjà, c'est très très compliqué pour ceux qui partent. C'est fait dans des situations et dans des conditions vraiment, comme je disais, du jour au lendemain. Voilà. Mais c'est aussi très compliqué pour ceux et celles qui restent, parce que ces personnes sont dans une rédaction amputée et doivent couvrir une information de la même manière, voire mieux, avec moins de personnes et en respectant toujours des standards très hauts. Donc c'est extrêmement compliqué et ça a un impact sur l'information, sur la diversité de l'information, la diversité des angles de l'information, et donc un impact sur ce que le public reçoit. Oui, c'est ça, oui. J'imagine que c'est les échos que vous pouvez avoir aussi de ceux qui restent, la difficulté finalement de vivre ça. Oui, je pense que déjà à préciser que chez nous, il y a également une pigiste qui a été remerciée, où la collaboration s'est arrêtée du jour au lendemain, juste après les 5 licenciements. Donc on considère réellement comme un 6e licenciement. Et il y a tout de même, il y a quelques contre-exemples. Cette personne en était une, de pigistes qui font partie intégrante d'une rédaction, qui osent défendre leurs idées, insister sur la rigueur et la déontologie. Mais quand on voit les journalistes qui ont été licenciés, ceux qui étaient en contrat et la pigiste qui est partie,
pour celles et ceux qui restent, oser prendre la parole et défendre des idées, une façon de travailler. Ça doit être très très compliqué aujourd'hui. Ça l'était déjà. Et je pense que c'est très compliqué, voire impossible aujourd'hui. Alors, bon, on a parlé de BX1, mais c'est vrai que de façon générale, c'est tous les médias de proximité qui sont aujourd'hui quand même sous pression. Avec cette réforme des médias de proximité de la ministre des médias, mais aussi avec cette fusion IPM-Rossel qui est annoncée. Alors, j'ai envie de vous poser la question, Gilles Moscovitch, vous qui avez travaillé justement pendant 7 ans dans une rédaction d'un média de proximité, en quoi pour vous, cette information, elle est essentielle à la démocratie? Mais je pense que déjà, comme tout média, on apporte des éléments, mais pour le média de proximité, c'est une partie de la réponse que je vous ai faite tout à l'heure, c'est vraiment une connaissance spécifique des différentes localités et quand on entend parler qu'il y a un nouveau gouvernement à Bruxelles, alors on aura peut-être d'autres infos sur BX1 qu'il y aurait ailleurs, mais tout le monde aura les informations de la formation du gouvernement bruxellois. Par contre, pour plein d'ASBL, de tissu social très local, on apporte tout de même une expertise et une connaissance de terrain et un espace médiatique pour plein d'initiatives, peu importe d'où elles viennent, qui ont un espace de parole et une forme de visibilité, un espace pour exister aussi. Oui, et toucher aussi un public qui est parfois peut-être moins touché par les autres médias. Est-ce que les médias de proximité touchent un autre public aussi? Oui, ça on le ressentait tout de même sur le terrain quand on venait nous voir. Il y a une forme de confiance aussi parce qu'on connaît, parce qu'on a appris à grandir avec, et parce qu'encore une fois, ça va être le seul média, là je parle pour BX1, mais c'est le cas pour les confrères et consoeurs d'autres médias de proximité. C'est à partir du moment où c'est les seuls qui viennent s'intéresser à vous, même quand il ne se passe rien, qui fait la une de tous les médias, c'est là aussi qu'on crée des liens et une relation de confiance. Oui, et Gilles Tunissen, je parlais de la fusion Rossel-IPM. Alors évidemment, il y a toute une série de questions qui sont posées par cette fusion, puisqu'on sait que ça représente 94% de l'audience de la presse écrite belge francophone. Il y a Le Soir, La Libre, la DH Sud-Info, L'Avenir, et notamment L'Avenir qui est particulièrement menacé, alors qu'effectivement, là aussi, on touche un public très particulier, une information locale qui est donnée et qui est couverte par peu de médias finalement. Tout à fait. C'est vraiment les premières inquiétudes dans le cadre de cette concentration, de cette fusion entre les deux groupes. Elles se passent au niveau local, dans le rapprochement qu'il va y avoir entre Sud-Info et L'Avenir, qui sont donc les deux médias plus de proximité des deux groupes, mais qui travaillent de manière complètement différente, qui ne couvrent pas ni les mêmes sujets, ni les mêmes zones, qui ont une manière de travailler au niveau des rédactions qui est très 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 éloigné et où il a déjà été annoncé que c'était là qu'il y aurait le plus de casse. Voilà. Alors que justement, on est dans un contexte, on vient de le dire, où on a une réforme des médias de proximité qui va avoir un impact sur la couverture locale. On a une diminution des financements de la RTBF, où on voit qu'il y a déjà des partenariats avec les télévisions locales, avec les médias de proximité qui a disparu. Donc on a vraiment à divers endroits, une diminution de cette couverture locale. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Jim par rapport à l'importance de la presse locale. On est vraiment au premier niveau de l'implication des citoyens, des citoyennes, des gens dans la vie démocratique, dans la vie de leur région, de leur territoire. Et en fait, il y a d'ailleurs une étude là, qui est sortie il y a quelques mois je pense que c'est la Fondation Jean Jaurès en France, qui démontrait vraiment le lien entre le nombre de personnes qui votent en France. Alors ici, évidemment, le vote est obligatoire, mais ça montre quand même l'implication, on va dire, démocratique de la population, et qui mettait ça en lien directement avec la couverture locale des territoires. C'est-à-dire que les territoires où il y avait une couverture locale forte votaient plus que des territoires où il n'y en avait pas. Donc il y a vraiment un lien entre l'implication aussi dans la société et l'information et une importance réelle, là où en plus on va souvent dire que les gens ne se retrouvent plus dans les médias, ne se sentent plus représentés, etc. Là, justement, s'il y a bien un média dans lequel les gens peuvent
se retrouver, tout un chacun peut se retrouver, ce sont les médias de proximité. Oui, alors, parce qu'on a parlé de la réforme, mais alors juste dire qu'effectivement la réforme des médias de proximité, elle prévoit donc qu'il n'y ait plus que 8 médias de proximité au lieu de 12 actuellement, d'ici donc janvier 2031. Tout à fait. Et que les subventions aussi de tous ces médias, déjà ici, à partir normalement de 2026, la réforme est en train de passer, ne soient plus indexées. Donc c'est une réduction déjà maintenant, avant 2031, des financements de tous les médias de proximité. Avec aussi une crainte de la politisation accrue des conseils d'administration. C'est quelque chose qui a été pointé notamment dans l'avis du CSA. Peut-être sur cette question de la politisation, vous, Jim Moscovitch, en fait, vous aviez des contacts notamment avec des politiques, vous avez animé des émissions politiques notamment. Est-ce que cette politisation, vous la ressentiez fortement ? Est-ce que les pressions politiques, vous les avez vraiment vécues, vous, en tant que journaliste, dans un média de proximité ? Non, en toute franchise, tout de même pas directement. Je pense qu'à l'époque, on était quand même assez, sans doute, protégés aussi par nos directions, nos différentes directions. Nous, ce qui a été particulier, c'est de voir débarquer plutôt des politiques qui étaient déjà présents dans les conseils d'administration, mais qui ont pris une place dans l'action, et notamment dans ce plan qui a mené au licenciement, qui a été assez impressionnante. Pour nous, le conseil d'administration, qui n'est pas que politique, qui est aussi des membres de la société civile et associatif, mais on savait qu'ils étaient dans le bâtiment parce qu'il y avait des sandwichs et qu'il y avait un conseil d'administration et que la sonnette qui était en plein milieu de la rédaction sonnait tout le temps. Et les mois qui ont précédé le plan de licenciement, on voyait des membres du conseil d'administration qui sont des membres de partis politiques qui étaient très présents, qui allaient déjeuner avec la direction de l'info, la direction générale, et qui nous ont eux-mêmes présenté les finances et puis le plan de licenciement. Et aujourd'hui, je ne suis plus là pour le vérifier, mais j'apprends que la présence est encore là. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Oui, donc on parlait d'attaque et d'ingérence politique. En tout cas, là, il y a des éléments qui font qu'on peut s'en inquiéter. Oui, Gilles. Oui, je voudrais juste préciser quelque chose. La politisation des CA, elle était prévue. Alors, effectivement, il y a déjà une part de représentants politiques dans les CA actuellement, mais il y avait une volonté dans la réforme initiale des médias de proximité de permettre aux bourgmestres et échevins, et ainsi qu'au président de CPAS, qui jusqu'ici était interdit de siège dans les conseils d'administration des médias de proximité. Il y avait une volonté de pouvoir permettre leur présence. Et en fait, suite à l'avis, notamment du Conseil d'avis du CSA, cette mesure a été retirée du projet de réforme. D'accord, voilà. Oui, donc du coup, il y a quand même un bon point, voilà. Il y a quand même des points positifs. Et du coup, j'ai envie d'enchaîner sur un autre point positif. C'est que dans le rapport que vous avez rédigé pour la Ligue des droits humains, dans ce rapport sur l'état des lieux des droits humains en Belgique, vous parlez d'une recrudescence de procédures bâillons. Alors évidemment, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais j'avais quand même envie de pointer un exemple concret qui vient de se passer. Donc là, c'est un procès que Claude Dekens, ancien bourgmestre d'Andenne, avait intenté à la journaliste indépendante Mélanie de Groot. Elle avait rédigé donc un portrait du bourgmestre dans le magazine Wilfried, un portrait qui se basait sur 3 ans d'enquête, 33 témoignages, 856 minutes d'enregistrement. Je pense que c'est important de le mentionner parce qu'on voit vraiment le sérieux de l'enquête derrière. Et donc, c'est un portrait où elle faisait état notamment de comportements sexistes et de harcèlement moral. Et la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a quelques jours, là, Claude Dekens a été débouté. Donc, peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce procès et sur cette décision de justice, surtout ? Oui, tout à fait. Nous, on est extrêmement content de cette décision. Donc, la JP soutenait la journaliste Mélanie de Groot dans ses démarches. Donc, c'était l'avocat de la JP qui la soutenait, qui est Bernard Mouffe, un excellent avocat. Et c'est un procès, qui nous a beaucoup occupés. Donc, Mélanie, elle a sorti son article en 2024. C'était en octobre 2024. Wilfried a publié juste avant les élections communales. Après, c'était un hasard du calendrier, parce que pour qui connaît la manière de publier d'un magazine périodique, il n'y avait pas une volonté absolue de faire sortir cet article à ce moment-là. Mais déjà, avant la publication, elle avait reçu des menaces de M. Dekens de poursuite si cet article était publié. Donc là, elle est rentrée en contact avec nous. L'article a été publié et en effet...
une semaine plus tard ou 10 jours plus tard, elle était attaquée en justice, non seulement par Claude Erdekens, mais également par la ville d'Andenne. Donc ça, c'est assez intéressant de le relever. C'était pas une seule procédure, c'était 2. Il faut savoir que le ministre des Pouvoirs locaux a annulé la décision de la ville d'Andenne, que la ville d'Andenne a introduit une action qui a été de nouveau annulée par le ministre des Pouvoirs locaux. Donc il y a eu tout des rebondissements dans cette affaire. La procédure a duré donc 1 an et demi, et là, on a effectivement cette décision qui est sortie et qui est un soulagement parce que ce jugement vient vraiment souligner différentes choses, et 3 en particulier. La première, c'est que Claude Erdekens poursuivait Mélanie de Groot, donc c'était au civil, pour propos injurieux, calomnieux, diffamatoires et pour un non-respect de la déontologie. Et en fait, la juge a estimé ici que l'intérêt du public à avoir une information sur la manière dont cet ex-bourgmestre gérait sa commune était plus important et était complètement d'intérêt général par rapport aux intérêts privés de l'ancien bourgmestre, de protéger sa réputation, etc., en estimant, et en citant notamment la Cour européenne des droits de l'homme, en disant que l'intérêt particulier d'une personne publique, en fait une personne politique et publique doit supporter des ingérences plus larges dans sa vie privée étant donné son rôle public. Donc ça, c'est une première chose que le jugement souligne, c'est que ici l'intérêt du public à avoir une information, particulièrement en période électorale, avait plus d'importance que l'intérêt privé. La deuxième chose, c'est que le jugement aussi a vraiment analysé, vous le disiez, 856 minutes d'enregistrement, 3 ans d'enquête, 33 témoignages, c'est énorme, et a analysé tous ces témoignages et a vraiment estimé que la journaliste avait fait preuve d'un sérieux et d'une rigueur tout à fait sûre, et que différents types de témoignages avaient été recueillis, qu'elle n'avait pas juste été dans un sens, qu'elle avait entendu différents points de vue, qu'elle se basait autant sur des témoignages anonymes, elle connaît la source mais qui ne sont pas divulgués dans l'article, que sur des témoignages publics. Et la troisième chose, et c'est là que nous, le jugement, amène quelque chose de plus, c'est que la juge souligne vraiment le caractère dissuasif de ce genre de procédure envers des journalistes d'investigation, dissuasif et disproportionné, mais dissuasif sur notamment la journaliste concernée, mais aussi sur toute une profession, et va finalement à des risques de limiter la parole des journalistes et des acteurs et actrices du débat public sur des sujets d'intérêt général. Donc ici, c'est vraiment une reconnaissance que ce genre de procédure peut être extrêmement dangereuse, et donc c'est pour ça que la juge donne droit à une indemnité plus élevée à la journaliste que ce qui serait initialement prévu, en soulignant ce caractère disproportionné. Donc c'est vraiment une très bonne décision selon nous, et qui nous soulage énormément. Oui, vous parliez d'effets dissuasifs, de pression. Je vous propose, parce qu'on écoute le témoignage de Thomas Hollett. Lui, donc, il est journaliste indépendant. Il a été arrêté il y a quelques mois pendant qu'il couvrait une action de désobéissance civile. Et là, on est aussi dans un exemple de brutalité qu'on a envers l'information, envers les journalistes qu'on aborde depuis le début de l'émission. Et aussi de ce côté dissuasif, un peu de pression, parce qu'évidemment, ça l'a fait quand même réfléchir sur sa manière de fonctionner. On écoute. Ouais, donc moi je suis un journaliste indépendant. Ce soir-là, je suivais des militants, on va dire antifascistes, qui prévoyaient de faire des actions de collage contre une future conférence d'extrême droite qui allait se passer dans les jours qui viennent. Donc ils portaient des pots de colle et des affiches, on va dire des sacs en plastique. Et avant d'avoir pu faire ce collage, ils ont été interpellés par la police et puis arrêtés. Moi, je me trouvais avec eux, avec une caméra à la main, un micro. Je me suis directement signalé comme journaliste. J'ai montré ma carte de presse, ma carte d'identité. Après quelques moments de flottement et sous ordre du commissaire, j'ai été arrêté et emmené au poste à la rue Royale, donc au RAC, où j'ai passé la nuit en cellule. Et puis le lendemain, j'ai été libéré aux alentours de 6h du matin. Voilà. Donc ça veut dire que malgré le fait que vous ayez montré votre carte de presse directement, vous avez été arrêté. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu quand vous avez montré votre carte de presse ?
Alors, sur le moment, ce qu'on m'a répondu, c'est attendez, je vais en parler avec mon chef au téléphone. Et à 2 reprises, ils sont revenus en me confirmant que c'était la consigne de m'arrêter. J'avais pas plus d'infos à ce moment-là. Moi, je leur disais, vous êtes sûr? Parce que voilà, je suis journaliste, j'ai les images, je vous montre, etc. Ils redemandent et me reconfirment. Et je leur préviens que moi, je vais communiquer là-dessus, que ça risque de quand même faire polémique, parce que c'est quand même quelque chose de peu commun. Une fois arrivé au commissariat, j'ai demandé à voir le commissaire, qui m'a reçu. Donc ça, il faut le signaler aussi. Mais qui m'a dit, voilà, moi, je ne peux pas certifier que vous ne faites pas partie de la bande d'activistes, en gros. Et c'est pas parce que tu as une carte de presse que forcément ça dédouane de tout potentiel délit. Et ce qu'il m'a dit aussi, c'est en fait, tu aurais dû prévenir le bourgmestre de ta couverture, mais sauf que dans les faits, déjà, c'est pas du tout nécessaire en tant que journaliste de prévenir de ces activités aux autorités. Et en plus, dans les faits, ici, c'est une action illégale, donc je serais devenu partie prenante du truc, et c'est pas du tout possible. Donc là, il m'a reçu, mais je me suis retrouvé face à un mur. Et donc là, on peut dire qu'on est vraiment face à une atteinte au droit d'informer, au droit de documenter, en l'occurrence ici une action de désobéissance civile. Je le pense. Et pour avoir déjà couvert pas mal de manifestations, d'actions militantes, etc., j'ai souvent rencontré une résistance de la part de la police, des petits bâtons dans les roues, discréditer notamment la carte de presse, ou la confisquer, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est la première fois que ça arrive, que ça aille aussi loin. Peut-être qu'il y a aussi une forme d'intimidation. Moi, j'ai l'habitude de traiter les sujets de violence policière. J'ai notamment écrit un livre sur le sujet. Si on tape mon nom sur Internet, c'est ce qui ressort. Il n'y a aucun élément qui dise que le commissaire a fait ça. Mais je veux dire, il était dans son bureau. On lui a dit, oui, un monsieur qui s'appelle Thomas Olotte. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça ? Moi, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, je l'ai pris comme une forme d'intimidation. Et je ne suis pas le seul dans le cas. En 5-6 ans, j'ai vu à Bruxelles, c'est le terrain que je connais, clairement une répression de plus en plus grande pour les journalistes qui sont en fait confondus. Il n'y a plus de différence entre journalistes et manifestants, de moins en moins. Donc des appareils photo ou des caméras confisquées, des personnes, des journalistes interpellés, peut-être pas arrêtés, mais interpellés. J'ai des confrères qui sont vus obligés de supprimer des rushs qu'ils ont fait pendant des manifestations, etc. Ça, c'est quand même, en termes de liberté d'informer, c'est très restrictif et pas légal en fait. Donc c'est assez inquiétant. Et est-ce que du coup ça va changer ou ça a changé la manière dont vous travaillez ? Est-ce que vous dites là je dois faire gaffe parce que j'ai de nouveau pas envie de finir en prison, en cellule ? Franchement non, pas du tout. Pas du tout. Mais quand même, je me suis rendu compte que ça allait plus loin que ce qui s'est passé ce soir-là. Parce que, suite à cette arrestation, moi j'ai communiqué sur mes réseaux sociaux, j'ai fait une vidéo, etc. Ça a pris beaucoup d'ampleur, tous les médias ont repris l'information, etc. Des politiques ont posé des questions parlementaires au Parlement fédéral et aussi à la commune de Bruxelles. Et les 2 fois, j'ai été totalement discrédité dans ma position de journaliste parce que, par exemple, Bernard Quintin, qui était ministre de l'Intérieur, a déclaré... Ce monsieur portait dans son sac des choses qui pourraient, j'ai oublié le terme, mais disons, qui pourraient être une menace pour les policiers, etc. Alors que mon sac a été fouillé, et j'ai les images, je filmais à ce moment-là, discrètement. J'avais peut-être un cahier, une gourde, et c'est tout. Et donc, devant tout un parlement, il dit, ce monsieur qui se dit journaliste, en fait, portait sur lui des objets dangereux. Donc ça me discrédite totalement en tant que journaliste. Et M. Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles, lui a dit que j'avais été immédiatement relâché une fois qu'on avait compris que j'étais journaliste, etc. Alors que j'ai passé la nuit au commissariat. Donc il y a quand même une espèce de récit médiatique qui s'est mis, qu'on a essayé de mettre en place. Ça a été quand même assez étonnant, quoi.
Alors juste une précision, donc c'est dans cette affaire, il y a eu une plainte qui a donc été classée sans suite par le comité de paix il y a quelques semaines. Alors j'ai juste envie de vous demander une dernière réaction à tous les deux, Jim Moscovitch et Jill Tunissen. Jim Moscovitch, peut-être pour vous, quelle serait peut-être alors pas la solution, parce qu'il n'y en a pas une, et on sait qu'on l'a dit, hein, les médias aujourd'hui sont affaiblis, sont fragilisés, sont attaqués, mais quelle serait peut-être la base, le message que vous avez envie de faire passer pour que ces attaques aient le moins de conséquences possibles? C'est compliqué comme question. Je ne sais pas si j'ai une réponse. Est-ce que, par exemple, avoir une rédaction qui soit soudée, une rédaction en chef qui soit forte, qui puisse résister aux attaques, par exemple? Je pense que si je pouvais donner un conseil à moi-même il y a quelques mois, ou du coup à mes anciens collègues qui sont encore sur place ou dans d'autres rédactions, je pense que plus que jamais, c'est important d'avoir une représentation et une direction qui comprend l'importance de l'information. Dans mon cas, c'était de l'information de service public en plus. Parce que moi je ne l'étais pas, donc en termes de direction générale ou direction de l'information, ces personnes n'étaient pas là en place pour défendre le projet auquel nous on était attachés. Ils venaient à peine d'arriver, ils étaient là sans doute pour défendre un autre type de projet, voire défendre leur job aussi, et ça peut malheureusement ça peut se comprendre. Mais je pense que oui, plus que jamais, c'est primordial d'être sûr et certain d'avoir une direction de l'info, une direction générale qui est là pour défendre les journalistes, parce qu'il n'y a pas que des journalistes dans un média, mais ça reste l'âme des médias principalement de service public. Et Jill Tunissen, peut-être, se dire aussi que tous ces contre-pouvoirs, ce que je disais, ces termes de brutalité envers l'info notamment, vous les avez utilisés dans le rapport de la Ligue, rapport des droits humains en Belgique en 2025, où on voit que toute une série de contre-pouvoirs sont attaqués. Peut-être se dire que être soudé entre contre-pouvoirs, je ne sais pas si ça paraît un peu bête à dire, mais c'est peut-être ça. Bête, certainement pas. Effectivement, il faut pouvoir faire front contre toutes ces attaques, mais je pense que ce qui est très important aussi, c'est que le public se rende compte de ce qui est en train de se passer et joue sa part aussi en s'intéressant à ces questions, en investissant dans la presse aussi, et en se rendant compte que l'information, c'est pas quelque chose de gratuit, ça coûte de l'argent à faire, et une information de qualité, c'est quelque chose qui a de l'importance. Et donc aussi se renseigner sur ce qu'est une information journalistique et soutenir cette information-là, parce qu'effectivement on parlait des différents contre-pouvoirs qui sont essentiels dans une démocratie, c'est la base de la démocratie d'avoir différentes voix qui s'expriment. Et la presse, c'est le contre-pouvoir qui permet d'informer sur tous les autres contre-pouvoirs. Donc s'il y en a bien un à défendre, je pense que c'est celui-là. C'est le message qu'on va garder. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Donc je rappelle, Jill Tunissen, que vous êtes juriste à l'AJP, et Jim Moscovitch, journaliste anciennement BX1. Et puis on vous souhaite que vous reveniez ailleurs, on l'espère. Merci beaucoup, et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.